Bah, c'est d'abord que c'est quelqu'un qui m'a initié à Marx de manière plus intelligente, plus séduisante que tant d'autres auteurs qui parlaient de Marx à l'époque. Hein? Quelle époque? Il est de quelle époque? Henri Lefebvre. Il est né en 1901 et mort en 1991. Oh, mais il est mort à 90 ans? Oui. Et pourquoi on ne le connaît pas? Mais on le connaît. La preuve en est, c'est qu'on le publie. Oui. On le republie même. On le republie, mais moi j'ai passé 40 ans sans jamais entendre parler de lui. Oui, alors la raison, c'est que c'était quelqu'un d'assez isolé. Pourquoi? Parce qu'il était... le terme isolé ne convient pas, mais il était indépendant. Étant indépendant, il est passé dans pas mal d'organisations, il a avoisiné pas mal de monde, et puis il a pris ses distances aussi. Hein. A commencé par le Parti communiste, hein, qu'il a quitté en 1957. Il a quitté le Parti communiste alors parce que il y avait longtemps qu'il était un peu en délicatesse avec le Parti communiste, car il n'était pas stalinien, et que le Parti communiste français avait été quand même stalinien. Hein, bon. Et qu'il avait une conception moins objectiviste des relations sociales que le Parti communiste ne voulait avoir. Il était plus sceptique à l'égard du scientisme que le Parti communiste ne l'était. Donc il était en désaccord sur énormément de points avec le Parti communiste, mais comme il avait un très grand talent d'écriture et de vulgarisation, le Parti communiste l'avait toléré, mais jamais dans ses instances dirigeantes, mais toujours dans les marges un peu. Donc il était un peu le contact entre le Parti communiste et les milieux intellectuels parisiens ou autres, bien que lui-même était parfois amené à enseigner en province, hein, Privas notamment. Donc il était celui qui avait quand même publié des morceaux choisis de Hegel et de Marx chez Gallimard hein, dans les années 30. Hein, et donc à ce point de vue-là, il avait des entrées. Hein, donc il était utile au Parti communiste à cet égard. Hein. Bon. Et par rapport à la vision social-démocrate de Marx, comme les Allemands l'ont, comment il se situait? Par rapport à la social-démocratie allemande qui se sert de Marx? Non, il n'était pas du tout de tendance social-démocrate. Hein, il était beaucoup plus révolutionnaire que les sociodémocrates dans sa pensée. Enfin. Mais plus... et d'autre part, son point d'accord avec le Parti communiste, c'était quand même l'antimilitarisme qu'a eu le Parti communiste à certaines époques, hein, avant le grand tournant nationaliste, en tout cas patriote, de 1934. Bon, mais avant... Il était plus Bernstein, plus Marx, plus... Il n'était pas du tout Bernstein, il était anti-révolutionnaire, révisionniste. Ah, oui, il était anti-révisionniste. Il avait écrit un livre sur Lénine quand même. Hein. Ah, il a fait un livre qui s'appelle « Pour connaître la pensée de Lénine ». Oui, et il était professeur en quoi? Alors, il a eu du mal à entrer dans l'université parce qu'il n'était pas normalien et il n'était pas agrégé de philosophie. Il était quoi? Il a eu des postes un peu subalternes avant la guerre de 1939. Il a été professeur au lycée de Privas notamment. Il avait été chauffeur de taxi à un moment, mais pas très longtemps. Il avait donc été professeur à l'université de Privas. Et alors c'est à la Libération qu'il a d'abord été directeur de la radio de Toulouse, à la Libération, parce qu'il était membre du Parti communiste et qu'il y avait Raymond Brac qui était commissaire de la République à Haute-Toulouse, donc qui était un homme de la gauche, qui n'était pas sans lien avec le marxisme aussi. Et par la suite, assez vite, il a été nommé au CNRS. Et il a fait donc une carrière, encore que le mot carrière ne lui aurait pas plu, mais il a été pendant assez longtemps membre du CNRS et il a fait des études de sociologie rurale à ce moment-là, puis de sociologie urbaine.
Et c'est seulement dans les années 60 qu'il est entré en université après avoir passé sa thèse et qu'il a été nommé... Et la thèse était sur quoi? Il a fait une thèse sur la vallée de Campan, une vallée des Pyrénées. Une thèse de sociologie rurale. Et c'est donc, elle a été publiée au Presse universitaire de France. Il était d'où? Il était de cette région. Il avait une maison à Navarinx, dans la Navarre française, un endroit assez loin de tout par rapport au reste de la France, quoi. Et on mettait, par exemple, j'avais été chez lui à Navarinx et Le Monde n'arrivait pas le lendemain de sa parution, le journal Le Monde, mais le surlendemain. Oui. Ah oui, c'était si loin. Bon, à l'époque, et ça doit l'être toujours maintenant, parce que les Pyrénées restent assez mal reliées au reste de la France. Et il tenait beaucoup à son pays de Navarinx. Il y allait assez longtemps et assez souvent en Navarinx. Il avait une famille? Il s'était marié successivement avec plusieurs femmes. Il avait marié, divorcé, il avait eu 6 ou 7 enfants. Donc un vrai homme. Un vrai homme, oui, c'est ça. Oui, il avait beaucoup d'enfants. Et au moment de son enterrement, en 91, on avait été à Navarinx et on était revenu ensuite jusqu'à la gare d'Austerlitz. Et il y avait une partie de ces anciennes femmes à l'enterrement et qui étaient très contentes de se voir parce qu'elles n'avaient pas tellement l'habitude de se voir. Donc elles discutaient sur leurs expériences, un peu comme ça. Non, c'était un homme qui adorait les femmes, il était vraiment un amateur de femmes, quoi. Et de la vie, en fait. Et de la vie, oui, c'était un homme qui avait, d'ailleurs, la dernière, mais alors il ne se mariait pas toujours avec, ça dépendait. Dans certains cas, il s'était marié, dans certains cas, il ne se mariait pas, mais je crois que avec la plupart, ça il faudrait vérifier, mais avec la plupart, je crois qu'il ne s'est pas marié, je crois. Mais enfin, mais en même temps, il y avait toujours une femme principale, il y avait peut-être aussi des amours de rencontre, mais enfin il y avait quand même une femme principale. Et la dernière est toujours vivante, Nicole, enfin pas la dernière aussi, elle est vivante. Et elle s'appelle Nicole Bourrin, elle a vécu pendant longtemps avec lui. Et c'était des créatrices aussi C'était des personnes qui étaient très dynamique, très vivante, qui était cultivée, elle lui servait aussi un peu de secrétaire. Oui, c'est ce que je me disais. Et la thèse que vous avez fait et le travail que vous avez fait moi, avec lui, que j'ai fait avec lui, je l'ai passé en 1974, c'était sur valeurs et richesses, ça s'appelait. Au marge de l'idée de nature. C'était une thèse sur une réflexion sur la pensée économique qui est depuis les physiocrates jusqu'à Marx, en prenant comme outil conceptuel l'opposition qu'avait faite Ricardo d'ailleurs entre valeur et richesse. Donc c'est autour de ces deux notions, valeur et richesse, que j'ai construit ma thèse. Et quelle était la position de Lefebvre par rapport à valeur et richesse? Par rapport à valeur et richesse, à vrai dire, il n'aimait pas beaucoup l'économie politique. C'était un marxiste qui n'aimait pas beaucoup l'économie politique. Et ma thèse était aussi destinée à montrer mais à travers quand même une analyse économique qui s'efforçait d'être assez rigoureuse. Elle était destinée à montrer quand même les limites de l'économie politique, comme l'avait fait Marx d'ailleurs, mais en allant même peut-être plus loin dans la critique de l'économie politique, car Marx croyait quand même à la science économique, même s'il en était critique, et la notion de valeur d'usage et ses ambiguïtés que Marx opposait à la valeur d'échange étaient finalement tout aussi problématiques que ne pouvait l'être la valeur d'échange. Donc elle indiquait un problème plutôt qu'elle ne permettait de le résoudre. C'était un peu le sens de ma thèse. Et au fond, ça lui plaisait assez.
Oui, donc on peut supprimer l'argent. Non, on peut pas, justement, on ne peut pas supprimer l'argent dans une société capitaliste. Mais dans l'avenir. Dans l'avenir, ça reste un problème qui reste posé. On ne peut pas... il faudrait une transformation très profonde des sociétés pour supprimer l'argent de l'État. Alors il y a des essais de monnaie locale. Hein, oui, ça... et ça pourrait être un palliatif, encore que tant qu'il restera des États constitués et qui imposent leurs lois, ce qui est nécessaire quand même aux échanges économiques qui vont au-delà de la petite ville ou du bourg ou de la bourgade, l'argent restera nécessaire. Hein. Donc pour le moment, on ne peut pas savoir quelles sont les inventions humaines par l'avenir, mais pour le moment, il est difficilement pensable de supprimer l'argent au sens d'une monnaie ou bien nationale ou bien transnationale comme au niveau de l'Europe comme l'euro, mais ou bien une monnaie internationale qui due à la domination d'un État comme les États-Unis pendant longtemps. Mais pour le moment, il est difficile de penser qu'il n'y aura pas de grandes monnaies qui persisteront. Ceci dit, étant donné le tour catastrophique que prend l'histoire humaine, il n'est pas sûr que la même configuration restera. Et on ne peut donc pas savoir quel sera le sort de ces grandes monnaies étatiques ou interétatiques. Hein. Bon. Donc là-dessus, on ne peut pas dire grand-chose. On ne peut pas prévoir l'avenir, on ne peut pas faire d'utopie, encore que... On peut juste se dire que dans le communisme, il n'y aura pas de la monnaie. En principe, oui. Si le communisme se réalisait, il y aurait en tout cas un rôle beaucoup plus petit accordé à la monnaie. Oui. Vous vous appelez comment? Pardon? Vous vous appelez comment? Pierre Lantz. Oui, et vous travaillez où? Tu viens, on va commencer. Oui. Si j'ai de sociologie. Comment? J'étais professeur de sociologie à l'université Paris 8 Vincennes à Saint-Denis. Ah oui. Ici le bouquin, donc moi je suis le coordinateur, le Thierry, Armand Schoenberg qui va parler. Non, je n'ai pas l'intention de parler, c'est tout. Le premier. Non, mais on va tous parler 5 minutes. Et puis ensuite, théorie et poésie. Il y a plusieurs de gens que j'ai rencontrés au séminaire Marx. Donc, il y a Pierre Lantz qui participera au prochain bouquin sur Sartre et Lefebvre. Le prochain bouquin, le 4e sur Lefebvre, s'appellera Agir avec Henri Lefebvre, ce sera chez Chronique Sociale. Donc Armand Schoenberg s'occupe de la revue électronique La Somme et le Reste. C'est un titre de Henri Lefebvre dans lequel il raconte sa vie. Et Léonore Bazinec a fait plusieurs chapitres du livre Maintenant Henri Lefebvre. Les livres sont à la sortie, puis peuvent être consultés ici aussi. Donc ça, c'est mes autres bouquins, et il y en a une partie aussi là-bas. Et Léonore Bazinec a écrit aussi des ouvrages qui figurent au début du bouquin. Et elle a enseigné au collège de philo, elle enseigne à l'université de Rouen, elle a fait des chapitres sur pensée et sur Nietzsche. Et dans le prochain bouquin sur Heidegger, Schelling, etc., des sujets qu'elle est seule capable de traiter. Et donc Sylvain Sangla vient de réussir une thèse sur Henri Lefebvre, une thèse qu'il a. Et qui a bien voulu me donner. Et voilà, donc je pense que le mieux, c'est que chacun d'entre nous parle 5 minutes. Et puis, d'ailleurs, on peut être interrompu dès le début. Puis ensuite, vous avez la parole. Il y a des intermèdes de slam. Et on boit un coup. Voilà comment je vois les choses. Oui, le collègue a un nom célèbre. J'ai un nom, mais pas le prénom. Oui, Aaron. Prénom Henri. Henri. Il n'a pas exactement d'ailleurs les mêmes idées que Raymond. Non. Ici, il vaut mieux le prévenir, je crois. Encore que... Et tu peux te servir un verre si tu veux. On s'est vu à l'université. Le colloque qui aura lieu à l'université de Paris-Ouest en septembre 2011.
reçu la présentation de ce colloque. Je voudrais simplement dire que, en le lisant, on peut s'apercevoir qu'il y a différentes manières de lire Henri Lefebvre. Hein, par exemple, dans la présentation de ce colloque, on dit que Lefebvre a été tour à tour philosophe marxiste, théoricien de l'urbain, sociologue critique de la vie quotidienne. Pour moi, il a été tout ça en même temps et pas tour à tour. Hein. C'est un peu une lecture un peu différente. Enfin, pour moi. Ensuite, par exemple, il y a un des ateliers, un des axes de ce colloque qui sera critique de la vie quotidienne. C'est pareil, je crois qu'il y a différentes manières de lire la critique de la vie quotidienne d'Henri Lefebvre. Et bon, je ne suis pas en désaccord avec tout ce qui est écrit dedans. Sauf que, à mon avis, à ma lecture à moi, il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, pour Lefebvre, critique de la vie quotidienne, c'était sa manière d'ajouter à l'œuvre de Marx sa partie, quoi. Hein, c'est-à-dire à l'analyse de la mode de production, les forces productives, il en a trouvé les nouvelles, enfin, et ça me semble important, et c'est ce que j'ai essayé dans la partie de l'ouvrage que j'ai fait, de dire. Quoi, hein, je parle à un moment donné de la critique, de l'apport d'Henri Accard. Et je vais un peu plus loin, je crois que maintenant, il y a peut-être des choses à dire, non pas à contredire forcément Lefebvre, mais à ajouter des choses aussi. Il y a aussi des apports à faire. Enfin voilà, bon, c'est tout. C'est une autre... Et sur ton projet de bouquin, tu peux peut-être en dire un mot? Oh, c'est totalement différent, ça n'a rien à voir, oui. Bon, faut pas mélanger les gens. Il y a un premier intermède de slam pour... Alors, par contre, moi j'ai pas lu Lefebvre. Oui, oui. Non, mais je sais pas le slam, parce que j'aurais bien aimé savoir de quoi ça traite. Non, mais c'est-à-dire sur le droit à la ville. Quoi. Ah, le droit à la ville. Les textes se réfèrent au droit à la ville, finalement. Partout où il y a du verglas social. Oh, mais c'est un petit bonhomme qui dit ça. Enfin, je veux dire, oui. Faut peut-être le repenser. Non, c'est du slam, ça. J'ai pas compris. Ben, c'est Bon, des salariés qui sont éjectés, enfin, moi je vois ça. Oui, mais pourquoi il y en a un qui dit pas partout? Ben, il y a un des salariés qui il y a réchauffement climatique. Pas un réchauffement partout, oui. Ouais. Mais peut-être le dessin est moins lisible que l'autre. L'autre est peut-être plus lisible. Vous m'expliquerez après. Oui, l'autre. L'autre, il Slammer est d'abord. Slammer. Okay. Capitaine, les ports sont pleins de bateaux non plus ivres mais légaux. Au loin, les cités Lego ont hissé l'étendard des mots logo. L'ombre de Lego couvre les renards et le pensant roseau. Sur les quémeurs, les matelots, le chant des sirènes sonne faux. Les poèmes ne sont plus beaux. Soleil, où est ma chance? Les lutins, les jardins, l'espérance, une nappe blanche, autant de caresses d'anges. Et ton regard grand ouvert sur la vie qu'avaient laissée nos pères. Les alentours infinis des plaines de mon pays ont cédé la place. Les tours de fer déchirent la poésie. Le voile est tombé sur un décor aux allures de série B. Le ciel a de ces tons grisâtres des paradis perdus. Mais les anges déchus se retrouvent toujours dans les rues. De Santiago, de Paris ou d'ailleurs, ils flanchent et se tiennent le cœur qu'on me ramène. Merci. C'est bien adapté à la critique et de la vie quotidienne et de la sociologie urbaine de Lefebvre. Oui, oui, vous nous dites parce que moi je mettrais, comme il est d'accord sur le site, j'ai refait mon site, et puis aussi en exil du prochain bouquin, au début des chapitres concernant la vie, quoi. Et donc pour moi c'est un essai qui peut dire un mot également. Je ne sais pas trop quoi dire.
Enfin, je trouve le livre a rempli complètement la mission qui est annoncée dans le titre. Maintenant, Henri Lefebvre, Renaissance de la pensée critique. Et c'est vraiment, je me suis régalée de le lire, parce que c'est complètement autre chose de ce que j'ai lu des auteurs contemporains l'année dernière. Et il faut dire, pour préparer mon livre sur Nietzsche, je n'ai utilisé, à part Henri Lefebvre et de Jean-Pierre Faye, aucun autre auteur, parce que ce que les autres écrivent est pas pertinent. Et quand j'ai lu ça, donc je crois que c'est un très bon livre pour entrer dans la pensée de Lefebvre et qui aborde vraiment tous les problèmes qu'on peut se poser. Je ne sais pas comment il a fait d'ailleurs, s'intéresser à tout, écrire sur tout, avec une densité de savoir qui m'étonne à chaque fois à nouveau. Et donc je vais vous partager ce qu'on a découvert hier par rapport à la forme et le fromage. Donc c'est la page 51. C'est une citation de Lefebvre. Le mot forme et le mot fromage ont la même origine. Dans l'histoire sociale des idées, la forme est d'abord imposée à la pâte molle que les bergers tirent du lait caillé. Et pourquoi pas? La substance des philosophes n'est-elle pas d'abord la parcelle de terre détenue en propriété privée ou SIA? Et la loi, n'est-ce pas le lot que chacun reçoit lors du partage des terres, dans la fondation d'une cité ou d'une colonie, nomos? Donc maintenant on peut rigoler, d'abord on a rigolé, jusqu'à ce que moi j'ai bien compris le truc. En fait, dans ce petit paragraphe, vous avez une critique du juriste nazi, Carl Schmitt, de son nomos de la terre, et comme ça il faut lire Henri Lefebvre. Il y a partout des trucs cachés, et donc c'est sur le livre qui s'appelle Pyrénées. Encore c'est un titre complètement bidon. Personne n'aura l'idée de chercher là-dedans une critique du fascisme ou je ne sais pas quoi. Et donc j'ai relevé encore des trucs sur l'esthétique qui sont un peu pareils. Je pense je peux passer la parole aux autres parce que autrement je ne vais pas aller toute la soirée. Mais tu es trop modeste. On peut déjà vous donner la parole et puis ensuite tu diras un mot, moi je dirai un mot. L'ouvrage, le droit de citoyenneté. Le contrat de citoyenneté qui est écrit par un groupe qui s'appelle le groupe de Navarinx. Navarinx, c'est la ville des Pyrénées où allait le village où il allait en vacances, où sa veuve vit toujours, qui m'a envoyé une lettre sympathique l'autre jour. Et voilà, donc c'est un Pyrénéen qui, il est mort près de Navarinx, il est né dans les Landes, il va être nommé à 60 ans, et il sera chercheur en sociologie rurale puis urbaine. À 60 ans, il va connaître ce qu'on appelait le situationnisme, un groupe de libertaires, entre guillemets, qui va rencontrer après avoir quitté le Parti communiste, dont il était un peu le philosophe le plus connu, avec lequel d'ailleurs il va renouer peu ou prou à la fin de sa vie. Entre-temps, il va enseigner à Strasbourg, à Nanterre également. Il y a une plaque sur lui, j'étais ce matin à Nanterre pour un congrès syndical, et il y a une plaque, le fondateur de l'Institut de sociologie urbaine. Et voilà, il y a d'autres philosophes marxistes, il y a d'autres philosophes de la vie, des sociologues, mais c'est l'un des plus connus aux États-Unis, dans le monde entier, et plus même qu'en France. On s'en aperçoit tout de suite en mettant Google Scholar, par exemple. Vous voyez que certains de ces ouvrages crèvent l'écran. Et donc, il y a déjà des questions, des interventions, il n'y a pas uniquement des questions, des interventions que vous voulez. Et à prendre la parole, puisque personne ne veut le faire avant moi, et j'en suis tout à fait navré. Est-ce que, bon, ma lecture d'Henri Lefebvre est premièrement partielle, et deuxièmement fort ancienne, je l'ai découvert dans les études de Cannes, j'ai fait un peu de philo, mais je l'ai abandonné. Est-ce que par hasard, en devançant ce qui sera un des slogans de 1968, dans ses débuts de la critique de la vie quotidienne
et en particulier dans la ville, est-ce qu'on ne trouverait pas dans Henri Lefebvre une origine à métro, boulot, dodo? Oui, moi je pensais souvent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a concernant. C'était un slogan, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été un peu à l'origine des idées qui ont fait mai 68. Hein. Même quand Benditt était un de ses élèves. Hein. Oui, un petit peu métro boulot dodo, la parcellarisation de la ville et la critique de l'architecture de Le Corbusier. Alors au XIXe siècle, il y avait eu Haussmann, ces magnifiques boulevards qui permettaient en cas d'émeute de foncer sur la foule, comme ça se passe aujourd'hui ou hier en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Donc Haussmann, c'était ça, hein, c'était empêcher les émeutes, pouvoir les réprimer plus facilement. Et puis Le Corbusier, c'était la segmentation de la ville et de la personne humaine. On est là pour travailler, donc se rendre le plus vite possible sur le lieu de travail. Tant pis si une autoroute coupe le Vieux-Lyon, c'est ce qui a failli se passer dans la ville où j'habite aujourd'hui, du temps de Pradelles. Bon, pouvoir ensuite rentrer chez soi, effectivement, mais pas habiter vraiment sa maison. Et puis, d'accord, se cultiver un peu de loisirs le dimanche, ça calme les foules. Et je pense que c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans des slogans. Même la société de consommation, Lefebvre avait une expression plus nuancée qui était société bureaucratique de consommation dirigée. Donc il ne faut pas non plus le simplifier, mais c'est vrai, c'est l'esprit de 68. Très bref, oui, métro, boulot, dodo, moi j'y verrais aussi la centralité du travail. C'est pas un hasard dans le modèle. Le métro, c'est aussi peut-être, c'est pas directement Haussmann et Le Corbu. Je serais plus dialectique sur Haussmann et Le Corbu, puisque Haussmann, c'est quand même l'hygiène et la fin de taudis, notamment à Paris. Hein. Mais c'est aussi ce que tu dis, un certain contrôle. Le Corbu, il n'a pas fait beaucoup d'urbanisme. Hein. En France, pratiquement pas. Il en a fait plutôt en Inde, un petit peu. Donc, c'est plutôt du sous-Le Corbu, ou du sous-modernisme, qui viendra plus tard d'ailleurs, qui viendra un petit peu avant-guerre, la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt plus tard. Massacrer évidemment pas mal d'endroits. Donc, je sauverais plus Le Corbu, en tout cas peut-être en tant qu'archi, même si effectivement. Il y a de la négativité aussi. Alors je ferme la parenthèse pour dire, ben oui, je suis le seul représentant un peu du deuxième livre, non? Pratiquement non oui, pour le moment. Voilà. Pour le moment, je suis un peu gêné parce que moi je suis donc philosophe de formation, donc je vais vous parler un tout petit peu du Lefebvre réfléchissant sur la ville, l'urbain et l'espace. Mais voilà, donc je suis un peu gêné, mais je vais le faire quand même. Alors moi, ce qui m'a justement, en tant que philosophe, essayant de s'intéresser un peu à l'espace, à l'urbain et à la ville, on se retrouve face à une montagne hallucinante. À mon avis, ça va bientôt dépasser même les millénaires de philosophie occidentale au niveau de la quantité, je ne sais pas de la qualité, mais de la quantité, donc une avalanche de livres, d'écrits, alors qui se répartissent en plusieurs domaines. Il y a des livres très techniques d'architecture et d'urbanisme, il y a des livres de géographes, et il y en a des bons dans tout ça. Là, je fais simplement un rapide panorama. Il y a des livres que j'appellerais plus phénoménologiques sur le ressenti de la ville, les balades à Paris, les balades à Moscou, où vous voulez. Il y a des livres qui vont travailler la ville et l'urbain d'un point de vue économique, d'autres sociologiques. Tout ça peut se croiser d'ailleurs. Il y a des livres d'histoire. Mais ce qui m'a étonné, c'est que rares sont les livres traitant donc de la ville, de l'urbain et de l'espace qui arrivent au niveau en tout cas, il y a une chose rare chez Lefebvre, et dans ses écrits sur l'urbain, c'est qu'il arrive à un équilibre. C'est que justement, il n'est pas purement sociologue, il n'est pas purement géographe, il n'écrit pas simplement philosophe sur la ville, mais il arrive à, je ne sais pas s'il faut appeler ça un équilibre, mais un équilibre de niveau. Hein.
il mélange pas n'importe comment, mais il croise les méthodes, il croise les disciplines. Et il a des textes sur la sociologie rurale, il a des textes sur l'histoire rurale, notamment des Pyrénées, toute sa thèse d'ailleurs qui n'est publiée qu'en partie, parce que souvent on cite sa thèse sur la vallée de Campan, mais c'est que sa thèse complémentaire, hein, la vallée, sa thèse qui fait 600 pages, c'est sur l'ensemble de l'histoire rurale des Pyrénées, où il commence d'ailleurs à parler beaucoup d'espace. Il croise, voilà, donc il est capable de jouer un peu comme sur un grand orgue de géographie, d'histoire, et surtout aussi, point important qui me semble au cœur justement de l'efficacité de sa méthode, c'est qu'il n'oublie jamais la politique. Il y a beaucoup d'écrits, encore une fois, sur la ville qui oublient cette dimension. Alors pour Lefebvre, ça serait aberrant. Pourquoi? Parce que, si on revient au mot même grec, hein, une de ses origines, la ville, c'est la politique, et la politique débute au moins en partie dans les villes. Donc, ça vient aussi peut-être du marxisme, mais ça me semble très, très intéressant. Ses écrits sont aussi rares sur l'urbain. Pourquoi? Parce qu'il est capable de ne pas se fixer simplement sur une analyse du présent, mais il est dynamique, hein, il est encore dialectique dans l'espace, hein, il y a des références au passé, il travaille le présent, il n'oublie jamais le futur. Alors il n'essaie pas de faire de plan de ville future, hein, mais ce qu'il appelle la dimension utopique, c'est-à-dire où peut aller le présent, dans quelle direction, et c'est toujours au pluriel d'ailleurs, où peut nous amener le développement urbain actuel. Autre chose, il arrive aussi à un équilibre, vous parliez tout à l'heure d'abstrait et de concret, il ne se perd jamais totalement dans la théorie et dans la philosophie. C'est pour ça qu'il ne parle jamais simplement d'espace, mais il parlera de production d'espace d'ailleurs, ni simplement de ville, ni simplement d'urbain. D'ailleurs, au cœur, c'est peut-être le concept de l'urbain qu'il préfère, puisque justement, ça va faire établir une médiation entre la théorie, tout ce qu'on peut dire sur l'espace de façon abstraite, mathématique, qui d'autre part peut être passionnant, mais qui n'est pas son propos. Donc l'espace mathématique, l'espace physique, microphysique, tout ce qu'on veut. Il écrit très peu sur l'architecture, sur le côté ville, un tout petit peu, donc sur le Corbu, oui, et sur l'urbain, et sur l'urbanisme, disons, et il met au cœur donc le concept de l'urbain, qui est une sorte de médiation, encore une fois, entre l'abstrait et le concret. Peut-être que dans quelques passages, parce que vous serez d'accord, de la production de l'espace, il est un peu plus théorique et il perd parfois peut-être un petit peu ce contact, mais bon, ça serait encore à voir. Donc je vais finir en ressoulignant que peut-être un des secrets il n'est pas le seul auteur, mais il se compte sur les doigts peut-être de deux mains, de la réussite des écrits et de l'intérêt des écrits de Lefebvre sur l'urbain, c'est sa visée politique qui lui vient du marxisme, et avec derrière, hein, c'est ce que j'ai un tout petit peu essayé de montrer dans d'autres textes, avec derrière toujours l'idée d'autogestion, hein, c'est qu'il ne réfléchit pas simplement à savoir qu'est-ce que c'est que faire une belle ville, ou d'ailleurs il ne s'est jamais permis d'arriver sur le terrain de l'urbanisme. Au moment du trou des Halles, enfin c'est en train de redevenir un trou des Halles, enfin un grand chantier, mais au précédent chantier, dans les années 70, certains architectes lui avaient demandé, ou critiques d'architecture lui demandaient alors qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous préconisez. Il dit c'est pas mon travail, je renvoie ça aux architectes, c'est leur boulot. Voilà, donc il a toujours refusé évidemment cette application concrète, mais en même temps il savait que si les citoyens ne s'occupaient pas de la création, de la production de leur propre espace, qui implique aussi un bouleversement, c'est ce qu'on peut appeler aussi peut-être une révolution politique, les choses risquaient de ne pas forcément s'améliorer. Concept d'autogestion, et j'en finirai vraiment là-dessus, qui implique une critique de l'État, de la délégation, de l'élitisme notamment, et aussi bien sûr une critique du capitalisme et du système marchand. Et vous allez lire? Je vais lire? Non. Dans le sujet, je sais pas. Je connais pas. Je cherche. Oui, trouvez-nous un bon morceau. Là. Meuble, je cherche. Et après, ça sera à toi, Maranta. Je vais faire un texte qui s'appelle Soleil rouge. Et si ça dure 2 minutes, c'est impeccable comme ça. 2 minutes, ouais, c'est bon. Ouais, vois l'aurore d'une rafale poétique, la chute de la pensée unique, où trône le roi de tout ce cirque. Derrière leurs dominos, ils craignent la tribu des mots. Impartial et non létal,
le Verbe vient avec le jour, dans le camp éloigné du bien, pour ceux qui n'ont rien. Subtile alchimie, appelée poésie, souvent coupable d'hérésie. Mais voici ces fidèles qui l'accompagnent, enfants de requins à genoux, et entament le chemin avec nous. Écoute l'ouragan phénoménal d'une révolution intercontinentale, annoncée dans les temps anciens par les légendes des magiciens, à la manière de Homère et des siens. Phallocrates, oligarques de tous bords, fermez vos coffres forts, les apprentis sont là pour votre mise à mort. Extrait de Espace et politique. Quelques lignes, mais vaut mieux aller au maître directement. Lefebvre, donc Espace et politique, page 22-23. Exclure de l'urbain des groupes, des classes, des individus, c'est aussi les exclure de la civilisation, sinon de la société. Le droit à la ville légitime le refus de se laisser écarter de la réalité urbaine par une organisation discriminative, ségrégative. Ce droit du citoyen annonce l'inévitable crise des centres établis sur la ségrégation et l'établissant, centres de décision, de richesse, de puissance, d'information et de connaissance qui rejettent vers les périphéries tous ceux qui ne participent pas aux privilèges politiques. Le droit à la ville signifie donc la constitution ou reconstitution d'une unité spatio-temporelle, d'un rassemblement au lieu d'une fragmentation. Il n'abolit pas les confrontations et les luttes, au contraire. Merci bien. En 1935, je commençais à enseigner, j'ai suivi ces cours à Nanterre sur l'aliénation. Et puis je m'étais inscrit à un diplôme d'études supérieures, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui Master 1, et sur la notion d'idéologie. Puis comme je commençais à enseigner, je me suis découragé. Puis alors je dois raconter une anecdote, parce que Lefebvre n'aimait pas qu'on statufie les gens. Même le héros qui était Georges Politzer, qui est mort torturé par les Allemands, mais il montrait ces aspects rigolos, enfantins, quand ils allaient chahuter Bergson à la bibliothèque en mettant une grenouille sous ses pieds. Et donc, Lefebvre ne serait peut-être pas choqué par l'anecdote, il me recevait au café, au quartier latin. Puis, comme j'étais assez timide, visiblement, au bout d'un moment, il s'ennuyait, et j'ai vu qu'il s'était beaucoup plus intéressé ce jour-là, par les allées et venues de jeunes femmes dans le café que par ce que je lui racontais, mais j'en ai pas mal voulu quand même sur le moment. Puis j'ai été travaillé par un autre philosophe marxiste du nom de Althusser. Je me demandais qui a raison, aujourd'hui, ça serait puéril de les opposer terme à terme, comme, je ne sais pas, catholiques et protestants aujourd'hui ne continuent pas à disputer sur la Vierge. Donc aujourd'hui, on voit ça avec plus de recul. Et voilà une première anecdote. Puis alors, longtemps après, j'ai rencontré le livre de Rémi S, qui a le mérite d'avoir fait en France le premier ouvrage sur Henri Lefebvre, et aussi d'avoir réédité plusieurs de ses bouquins chez Anthropos. Et voilà simplement ce que je veux dire. Et puis c'est au cours d'une journée organisée par Rémi S qui m'est venue l'idée d'abord de faire un texte, puis ensuite un livre sur Henri Lefebvre. Donc c'est les premiers livres depuis sa mort, mis à part les deux nouveaux qu'a fait Rémi S, et puis celui de Laurence Coste, qui s'excuse de ne pas pouvoir venir sur le droit à la ville d'Henri Lefebvre. Voilà. Mais il y a d'autres personnes qui vont arriver en retard. Un Grégory Busquet, j'ai vu ce matin Nanterre, qui a collaboré à ce livre. Et puis également Claire Revol, qui fait une thèse sur la rythme-analyse. Elle vous expliquera mieux que moi ce que c'est. Voilà ce que j'avais. Une remarque ou une question, c'est à propos de Le Corbusier. Parce que j'ai l'impression que vous attribuez, mais peut-être pas exclusivement, à Henri Lefebvre, des choses qui sont, dans le souvenir que j'ai de lecture peut-être un peu ancienne, sur Le Corbusier, ou même de Le Corbusier, une des raisons de sa passion pour la rénovation urbaine et pour un nouveau type d'architecture et de construction pour tous, c'est sa découverte, il venait de Suisse,
c'est sa découverte lorsqu'il a continué des études au quartier latin, au cœur du quartier latin, dans des rues très étroites, médiévales ou post-médiévales. C'est donc des maisons pratiquement sans lumière, à la fois sombres, humides, avec beaucoup de condensation, et dans les années 30, un des fléaux sociaux, une maladie sociale et urbaine énorme, c'était la tuberculose. Et là, Le Corbusier, avant Henri Lefebvre, a été un de ceux à dire il faut un nouvel urbanisme, une nouvelle architecture pour lutter contre l'insalubrité urbaine. Voilà, il me semble. Il n'en reste pas moins qu'avec le Bauhaus, Wright et les architectes constructivistes soviétiques, pour lui, Le Corbusier, d'ailleurs, c'est un des premiers aussi, Le Corbusier est au centre de la création d'un espace moderne, qui a aussi, d'autre part, ce qu'il appelle l'espace abstrait, a aussi, et ce qu'il a aussi en tête dans sa critique, c'est le côté, d'ailleurs c'est pas que Le Corbusier, hein, mais la période machine à habiter, où effectivement, qui est très certainement par rapport au taudis un progrès, mais qui peut aussi avoir des implications négatives socialement. Oui, moi j'ai l'impression que la production de l'espace a été écrite en grande partie contre l'influence de Le Corbusier, en général des idées du groupe pour l'architecture contemporaine fonctionnaliste auquel correspondait Le Corbusier. Enfin, il me semble que Lefebvre est très hostile à une architecture qui divise les fonctions de l'espace, et c'est la raison pour laquelle il insiste tellement, par exemple dans la production de l'espace, sur l'historicité présente dans l'espace qu'il ne faut pas détruire, alors qu'au contraire, l'architecture moderne de Le Corbusier est très, très hostile à l'historicité, puisque Le Corbusier pensait qu'il fallait conserver de Paris finalement de l'historicité que certains monuments, et puis le reste devait être détruit. Il voulait raser, sauf Notre-Dame, à part ça, laisser quelques vestiges comme ça du passé, alors que tout ce que décrit Lefebvre, par exemple, sur les grandes propriétés de Toscane, avec ses allées d'arbres qui y conduisent, insistait au contraire sur le lien entre la nature et l'entremêlement entre la nature et la construction. Donc je crois que c'est pas du tout, en tout cas à l'époque des années 60-70, il me semble que Lefebvre n'allait pas du tout dans le sens de l'architecture moderne telle que l'entendait Le Corbusier. Ceci dit, sans doute, il est vrai aussi que par rapport évidemment au taudis, il pouvait se joindre. Ça, je ne connais pas cet aspect, mais ça me paraît naturel, d'ailleurs, bon, et normal et même nécessaire. Mais je crois que ça ne lui suffisait absolument pas. Hein. Il pensait au contraire, d'ailleurs, que d'une certaine manière, et c'était le sens de la production de l'espace, hein, c'est que en Amérique latine, par exemple, les habitations d'urgence construites, l'autoconstruction, etc., pouvaient représenter un modèle provisoire, hein, de révolte justement contre la monopolisation de l'espace, hein, par les grands bâtisseurs, par les grands promoteurs. Hein. Bon, je crois qu'il y a quand même cet aspect aussi. Donc, il y avait aussi un côté très, très révolté contre une construction industrielle, enfin, il me semble, chez Lefebvre. Hein. Alors, comment tout cela tenait ensemble, c'est évidemment problématique, hein, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il ressentait les choses. Et d'ailleurs, il habitait rue Rambuteau, dans un quartier construit au milieu du 19e siècle, bon, avant même l'osmanisation, d'ailleurs, en 1840 par là. Et il me semble qu'il aimait justement ce genre de logement-là. Hein. Enfin, bon, voilà, donc... c'est pour ça qu'il dit que c'est urbaniste, quoi. Oui, c'est ça.
Comment? Justement, l'urbain, c'est s'opposer à l'urbanisme. Enfin, ça complétait et ça s'opposait à l'urbanisme d'une certaine manière. Hein, bon. Alors maintenant, on revoit l'urbain repris par certains auteurs qui prétendent l'inventer, qui sont des spécialistes de sociologie urbaine et qui, jouant dans l'antimarxisme, évidemment, ne veulent jamais parler d'Henri Lefebvre. Enfin, c'est un autre problème. Il me semble, en simplifiant, mettons, un homme d'action, comme était capable d'être aussi Henri Lefebvre, et quelquefois manichéen, est obligé de trancher, et un homme de pensée et dialecticien, c'est-à-dire il raisonne non pas en termes ou bien, mais par triade. Oui. Et si on regarde les concepts, ils vont souvent par trois. Donc Lefebvre était partagé entre les deux, d'ailleurs souvent, il se posait une question à lui-même, et il répond oui et non. Parce qu'en fait, il pense à un troisième terme qui n'est pas du tout un juste milieu, mais qui nous fait avancer dans un processus de dépassement. Oui, et le non, hein, ça peut empêcher l'action aussi. Enfin, oui, il est un peu déchiré. Oui. C'est l'ambiguïté là aussi. Oui. Comme je n'ai pas lu beaucoup d'Henri Lefebvre et le peu que j'ai lu remonte à loin, donc je voudrais demander aux connaisseurs qui sont devant moi, de bien plus que moi, même s'ils ne prétendent pas à l'exhaustivité de l'œuvre d'Henri Lefebvre. Comme j'ai une de mes affections universitaires, c'est la géographie, donc je me demande, en géographie, nous on a quand même pas mal réfléchi en matière de concept sur la ville, et la notion de ville est presque du vocabulaire philosophique et historique. Et est-ce que, déjà il y a une cinquantaine d'années, est-ce que Henri Lefebvre a utilisé et a réfléchi, pas seulement nommé accidentellement une fois, le concept d'agglomération? Je n'ai pratiquement pas, en tout cas de mémoire, l'occurrence en tête. Non, il parle de ville. Il parle très peu de banlieue, il parle de périphérie, il préfère la périphérie. Oui, forcément, le centre et la périphérie. Il parle donc de l'urbain, mais avec l'urbain avec un sens complexe, dialectique, puisque c'est à la fois une réalité en formation, quelque chose qui n'existe pas. L'urbain pouvant déborder sur les campagnes, puisqu'on a parlé du métro, boulot, dodo. Si on a une vie quotidienne rythmée, on peut avoir une vie quotidienne rythmée par la ville en habitant à la campagne. Donc l'agglomération, non, mais c'est une parenthèse, puisque évidemment Lefebvre ne peut pas intervenir dans ce débat, mais en ce moment j'ai l'impression, y compris parmi les géographes, le concept de périurbain est vraiment dans le laboratoire, au centre, et à mon avis on n'est pas sorti des difficultés méthodologiques, parce que par définition, on ne sait pas bien ce que c'est le périurbain, mais c'est finalement où finit et où commence une ville. Et je trouve, d'ailleurs personnellement, je me méfierais de... Enfin, je n'ai pas beaucoup réfléchi, hein, c'est une réflexion libre, que je préférais à la rigueur, il est un peu utilisé, on utilisait à l'époque le concept de rurbain, ou celui de périphérie, quitte à préciser et à nuancer, mais le périurbain, c'est une sorte de grand sac, on ne sait pas bien les zones, voilà. On mélange, on secoue, et ce qui prouve que tous ces concepts, hein, il n'y a pas qu'en philosophie, la définition du concept peut poser problème, y compris apparemment pour les géographes. C'est trop vague, c'est trop flou, ça veut tout dire et n'importe quoi, mais les géographes, comme d'autres spécialistes, ne sont pas avares de fabrication de néologismes, évidemment, et celui que vous venez d'indiquer, et qui est très à la mode, on va dire, depuis 10-15 ans, qui est le concept de rurbain, est magnifique, je dirais, pour mieux noyer le poisson de la réflexion, puisque vous aimez le mot et que vous osez l'employer, il avait disparu à peu près du vocabulaire universitaire, sauf dans quelques milieux. Il y a là un problème dialectique entre le rural et l'urbain, que le urbain ne tranche en aucune manière, mais en tout cas fait éclat pour aveugler. Enfin, il y a beaucoup de géographes se réfèrent à lui, hein, pas tellement en France, mais dans le monde, quoi. Au Brésil, par exemple. Hein. Il y a une école de géographie urbaine au Brésil qui explicitement se réfère à Lefebvre. Oui, c'est normal.
entre guillemets, je veux dire, c'est normal dans la mesure où, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, des formes d'organisation urbaine populaire et pauvre qui ont ensuite fait l'objet j'allais dire, d'une laudation extraordinaire du système de favela aujourd'hui. Enfin, on utilise la favelisation comme une sorte de modèle d'urbanisme populaire qui n'est pas de l'urbanisme au départ, mais qui est une forme de vie urbaine qui est à la fois l'antiville, mais en même temps est intégrée, plus que tolérée, maintenant intégrée et fait même partie pour les secteurs possibles de ces favelles de circuits organisés quasiment. Oui, même il y a certains louer l'esthétique des favelas. Il y a aussi les géographes anglo-saxons, David Harvey, donc on vient de republier, de traduire quelques textes, il très régulièrement le faire. Et Édouard Soja, postmoderne, avec plein de guillemets, effectivement, aussi de manière d'ailleurs parfois contradictoire entre eux, utilisent beaucoup, et plus que me semble-t-il que les géographes, mais je me connais peu, géographes français le font, par les écrits le font. C'est facile, hein. Non, là, comme ça, je peux faire une improvisation, mais bon, pas un post-scriptum, je sais pas. Le temps de faire la queue à la poste. Une riposte poétique. Moi, je vais faire un poème que j'ai écrit. Je suis pas très forte en improvisation. En fait, dans le slam, ça fait 11 ans que je suis dans le slam, et il y a des familles, familles orales. Et donc il y a les improvisateurs qui sont très très forts. Il y a les rappeurs, il y a les conteurs, il y a les orateurs, il y a les poètes. Voilà, donc c'était une petite introduction. Et en improvisation, je rame un peu, mais je suis en train de la... c'est la balade de Belleville. À l'orée des années 2000, vision d'inquiétante isohypse, sorte de rituel bogomile dans les faisceaux de pubs et clips. Et l'humain grignotait des chips. Je crois que l'on pleurait quand même. Mes amis manquaient à la liste, et je leur dédie ce poème. Héritage de mœurs serviles sur fond de mélodies Philips. Une époque de gens de ville passant leur vie en paralypse. D'autres voulaient l'apocalypse. Mes amis chantaient les chrysanthèmes dans le nord-est, sur d'autres pistes. Et dites-leur que je les aime. Dans les cafés de Belleville et sous le ciel couleur de gypse, tatoués aux bras et aux chevilles, mes amis scandaient des ellipses incroyables et sur leurs lips, l'universel cri des poèmes, montant sur scène avec les tripes, cassant les lois, même suprêmes. Mais Dieu, à quand la fin de l'éclipse et des sombres années de bohème? Mes amis ne mourraient pas tristes, et dites-leur que je les aime. Et la radio-télévision avec Yankelevitch dans le domaine musical à Toulouse, à la Libération, mais je n'ai pas trouvé dans les archives là-dessus. Par contre, j'ai trouvé toutes ces émissions de radio. Bon, ceci pour relancer le débat. J'ai une question sur une de tes remarques, d'ailleurs, Hugues. Je ne voudrais pas relancer les vieux débats, notamment les vieux débats internes au Parti communiste, ou les vieux débats internes au marxisme plutôt. Enfin, quand on parle de Lefebvre, il faut quand même citer Lukács. Et tu as cité Politzer et Althusser, et notamment en disant bon, tout ça, c'est un peu le passé, bon. Mais pour moi, c'est pas le passé, et il y a quand même un clivage fort entre Lefebvre d'un côté, Politzer et puis plus tard Althusser. Parce que Politzer, c'était quand même la pensée officielle du parti. Et que Lefebvre, en s'inscrivant, lui, dans le marxisme occidental, donc sa source, c'était principalement Lukács. Donc il y a quand même une forte opposition. Mais il était un peu en rivalité avec Lukács, ne serait du point de vue des goûts, tu diras après, non, je pense si je ne dis pas de conneries, mais ne serait du point de vue de l'esthétique, parce qu'il se définissait lui-même comme un romantique révolutionnaire, alors que Lukács, non.
Oui. Ce que je voulais parler, là, c'était plutôt l'objet de l'opposition, c'était aliénation, réification. Voilà. Mais moi, ce que je lis sur le marxisme occidental, quand je vois, quand on mentionne Lefebvre, par exemple, Tony Jude, dans son livre assez détestable sur la gauche et le marxisme en France, il attache beaucoup d'importance à Lefebvre. Lefebvre est une balise dans son raisonnement quand il étudie le parti, et quand il étudie après l'affrontement avec Althusser ou avec le problème de l'humanisme, notamment. L'humanisme. Lefebvre va soutenir Lukács quand il aura des ennuis dans son pays, la Hongrie. Et d'autre part, Lukács reniera son premier ouvrage, Histoire et conscience de classe. Alors, certains vont dire, ah, mais c'est sur ordre du parti au pouvoir qu'il l'a critiqué, mais Lefebvre est d'accord sur le fait qu'il l'ait critiqué parce que dans ce premier ouvrage, il avait l'air de dire que la classe ouvrière était une sorte de démiurge qui pouvait, par son action, déterminer le sens de l'histoire, et Lefebvre était contre ce qu'il qualifiait d'ouvriérisme. Mais Lefebvre ne croyait pas tellement à la conscience de classe, quoi, hein. Je suis pas sûr qu'il ait forcément raison. Je connais des gens qui avaient une conscience de classe, même en ayant changé de classe, qui ont gardé la... Bon, il faut voir historiquement, je pense pas, enfin, je parle sous le contrôle peut-être de Pierre Lanz. Je pense pas qu'il ait été formé par Lukács et la pensée de Lukács, ni Lefebvre et Politzer d'ailleurs, qui sont formés au marxisme un peu en même temps, avant-guerre. Il y avait peu de traduction. Par contre, effectivement, après, ça c'est des catégories d'historiens dans ce qu'on appelle le marxisme chaud, opposé au marxisme structuralisme froid. On met souvent Lukács et Lefebvre dans le même sac, mais ils se sont peut-être rencontrés, ils ont débattu avec des critiques et des points communs, mais après-guerre. Donc je pense pas que... Voilà, il y a d'abord eu Lukács à penser que Lefebvre, c'est pas Lucien Goldman, hein. Lefebvre, il y a eu, à mon avis, d'abord une évolution philosophique parallèle, et après, ils se sont un peu, peut-être, croisés. Oui, oui, Michael était un élève de Goldman qui lui-même pensait représenter en France la pensée lukácienne. Alors Lukács, pour ceux qui ne le savent pas forcément, hein, c'est un grand théoricien de la littérature, non seulement un grand philosophe, du roman, un critique féroce. Alors là, Léonore va peut-être pas être d'accord de Nietzsche. Et voilà ce que je peux dire en quelques mots, hein, mais c'est une pointure, comme on dit, dont on ne peut pas se débarrasser comme ça. L'aliénation, réification, c'est quand même quelque chose qu'on trouve dans la critique de la vie quotidienne. La quoi? L'aliénation, réification. J'ai marqué comme ça de Lukács. Mais bon, je ne veux pas entrer dans la querelle de spécialistes non plus, mais enfin, ça peut être intéressant pour si vous vous intéressez à la littérature, hein, de savoir le... Et c'est vrai que le point commun, c'est que c'est les penseurs marxistes qui ont pris en compte la culture et l'idéologie de façon beaucoup plus large que l'idéologie politique, et que, notamment par la littérature, hein, même si par rapport à Nietzsche, il y a des divergences. Voilà, pour eux, ça avait de l'importance et ils travaillaient ça. Donc c'est vrai qu'en même temps, à mon avis, il y a des points de rencontre et des points de critique. Mais c'est vrai que le concept d'aliénation est au cœur de ces deux pensées. C'est pas péjoratif. Aliénation, je crois pas que ce soit un terme péjoratif, même chez Lefebvre. C'est un terme hegelien. Il peut basculer dans la réification, en rapport au concret, justement. Enfin, il me semble que pour le faire, comme Lefebvre, il ne veut pas être aliéné, être aliéné quand même. Mais en même temps, il était très, très ambivalent à ce propos-là. Moi, je me rappelle une conversation, il revenait de Hong Kong. Il dit, ah, c'est extraordinaire, Hong Kong, c'est le monde de la marchandise, on peut tout acheter, hein. On peut acheter des objets vulgaires, on peut acheter des femmes, on peut acheter des objets précieux, on peut acheter des fleurs, on peut acheter n'importe quoi, hein. Et c'est à la fois, donc, il avait une fascination à l'égard justement de l'aliénation maximale que représentait ce monde de la marchandise tel qu'il l'avait perçu à Hong Kong.
Et donc, ça faisait partie aussi, en quelque sorte, de cette espèce de romantisme qui consistait à vivre jusqu'au bout, au sens presque de Luther, mais c'est pas au sens religieux, évidemment. Mais il cherchait à vivre jusqu'au bout, justement, ce qu'elle est le plus loin dans l'aliénation pour mieux la comprendre, d'une certaine manière. Hein. Et ça faisait partie surtout de son esthétisme, hein, plutôt que romantisme dont il se réclamait, effectivement, le romantisme révolutionnaire. Mais c'est plutôt de l'esthétique, hein, de l'esthétisme de Lefebvre. Et ça jouait un grand rôle. Donc, aliénation avait évidemment un sens péjoratif, mais subjectivement, il pensait qu'il fallait vivre jusqu'au bout, en quelque sorte, cette fascination, hein, pour pouvoir mieux, justement, la critiquer, d'une certaine manière. Je pense qu'il y avait cet aspect de ce qu'on n'appelait pas encore la subjectivation. Hein. C'est un terme plus récent, hein, la subjectivation. Mais plus conscient à ça, Lukács est beaucoup plus conscient dans son rapport oui, absolument. Plus rigide, finalement, d'une certaine manière. Oui. Se mouiller, comme on dit vulgairement, Lefebvre a été conseiller municipal à Montargis, y compris au début de la guerre, hein, jusqu'à ce qu'une de ses maîtresses lui dise il faut que tu te sauves à toute allure, parce que une enquête avait été faite sur lui. Il avait eu beau prétendre qu'il n'était plus communiste. Ses censeurs ont pensé que c'était du bidon et s'apprêtaient à l'arrêter. Et il est parti en zone sud et il a commencé sa thèse sur les Pyrénées en allant très vite. Hein. Et quant à Lukács, il s'est mouillé aussi, si j'ose dire, pendant la Révolution hongroise et puis pendant les événements de 56 également. Sur l'aliénation, il y aura peut-être, mais là je dis ça de mémoire, hein, je connais mal, il y aura peut-être une racine, effectivement, la fascination, ou les traces de fascination du côté de Lefebvre, complètement à l'aliénation. Ce côté janséniste, ou c'est ce qu'il aime chez Pascal, peut-être ce reste de christianisme, finalement on n'échappe pas, bon, pas totalement, il y a peut-être ça aussi. Une sorte d'organisation. Hein, parce que je me rappelle que, étant à Berlin-Est par hasard, comme ça en touriste, hein, mais j'ai rencontré une personne qui était un peu apparatchik, hein, et elle m'a emmené dans une librairie et elle m'a conseillé de lire la dernière œuvre, une des dernières œuvres, peut-être la dernière œuvre de Lukács, qui était un ouvrage sur l'ontologie, hein, et ça se passe probablement dans les années 80, oui, c'est-à-dire très tard. Hein. Bon, donc Lukács, je crois, effectivement, son livre Histoire et conscience de classe avait été condamné par le Parti communiste, les exemplaires avaient été retirés des bibliothèques, etc. Donc ça allait très mal. Mais ensuite, j'ai l'impression, peut-être qu'Eisenberg le sait, qu'il avait, malgré sa position en 56, j'ai l'impression qu'il était redevenu un auteur assez bien vu. Enfin, moi j'ai l'impression, mais autant je sache. Mais un philosophe accepté et lu. Je ne suis pas spécialiste de Lukács du tout, mais voilà. Il me semble. Hein. Il y a deux très grands philosophes marqués, lesquels Lefebvre est d'abord injuste et puis ensuite rétablit le rôle véritable. Rosa Luxembourg qui critique dans le livre Avant la guerre le nationalisme contre les nations. Et puis ensuite dans le livre De l'État en 4 tomes en 75, il rétablit son rôle véritable. Et puis avec Gramsci, il est un petit peu le grand philosophe italien mort dans les prisons de Mussolini. Il est un peu injuste aussi, alors qu'ils auraient pu, je ne sais pas, il peut y avoir une convergence dans le fait que Gramsci considère, mais alors je résume à toute allure, mais qu'il s'agit plutôt que de parler de dictature du prolétariat, est-ce pour des raisons de censure ou plus profondément parce qu'il n'était pas vraiment d'accord avec cette expression. Gramsci dit que les ouvriers doivent petit à petit conquérir une hégémonie dans la vie sociale. Et donc, il est beaucoup plus dialecticien, beaucoup plus fin que certains révolutionnaires verbaux qui croient que par un coup de baguette magique, vous voyez, le pouvoir tel un château de Sable va s'écrouler du jour au lendemain.
Et quant aux auteurs littéraires, hein, je dis ça parce, mais pas que je parle trop, mais alors beaucoup des auteurs. À peu près d'accord. Charles Handler, c'était trop énorme, je n'ai jamais dépassé la table de matière. Et bon, je ne veux pas raconter ce que j'ai vécu des autres. Je ne connaissais pas non plus Jean-Pierre Fay. Je me suis débrouillée toute seule en confrontant Nietzsche avec un autre auteur allemand qui est Jean-Paul Richter. Et là, je ne sais même pas si Henri Lefebvre l'a connu ou pas, mais je me suis débrouillée ainsi. Et après, quand j'ai commencé à lire Henri Lefebvre, quand Rémi Hess m'a offert Contribution à l'esthétique, et je l'ai lu dans le parc de la Courneuve. Et ça a donné un mélange pas possible, parce que le parc de la Courneuve, c'est vraiment la création de l'espace. Donc c'est aussi une déchetterie, un truc comme ça. Et ils ont créé une magnifique parc paysager. Il y a même une petite morceau qui ressemble à la Suisse, il y a maintenant des chutes d'eau, etc. Et là, après j'ai lu la fin de l'histoire. Et comme ça, je suis rentrée en Henri Lefebvre. Et quand j'ai découvert son Nietzsche, j'ai vu que Henri Lefebvre s'est battu avec Nietzsche, tandis que Georg Lukács, non. Georg Lukács a lu Nietzsche, il a vécu le Troisième Reich, il a vu comment Nietzsche a été mis sur un piédestal, il a cru tout ce cirque. Donc pour lui, Nietzsche c'était le initiateur de l'irrationalisme. Donc là, je suis en train de faire une grande recherche, je ne vais pas parler là-dessus ce soir. Et les traductions que fait Lefebvre dans son Nietzsche là, je les ai acceptées. Surtout ce qu'il traduit de humain, trop humain, j'ai tout accepté. Oui, il traduit vraiment très bien. Et après, bon, je n'ai pas encore vérifié tous les textes, je n'ai pas encore relu tous les textes en regard de l'allemand. Mais là, j'ai plutôt pris humain, trop humain, parce que c'est humain, trop humain qui est dédié à Voltaire et introduite par une citation de Descartes. Donc ça, il faut le faire. C'est que Nietzsche qui pouvait le faire. Et donc dans Nietzsche, il y a une pensée construite qui est complètement écrasée par sa méthode. Et là, je travaille là-dessus. Et Henri Lefebvre se décide quand même pour une approche, il appelle ça cosmologique. Comme ça, il sauve un peu le philosophe Nietzsche. Il n'est pas obligé de rentrer dans ce cliché de l'irrationalité. Mais pour lui, Nietzsche reste quand même un penseur dangereux. Et là, je suis aussi d'accord avec Henri Lefebvre. Et toujours cette tension entre le cosmologique, donc à la fin, on devient poussière, on n'est plus rien, et ça peut se réinterpréter dans la vie, donc ça peut déjà dévaloriser la vie, et là, Henri Lefebvre n'était pas d'accord. Pour lui, c'est vraiment même, on a parlé de la ville, même la ville, c'est un concept philosophique lié à la liberté humaine, et la ville, c'est pour lui pas Paris ou Lyon ou un truc comme ça. La ville, c'est l'espace où l'être humain peut le mieux vivre sa liberté. Et donc, je vois plutôt comme ça. Comme ça, pour le moment, je tente à accepter, si jamais je devrais accepter l'interprétation de quelqu'un, je tente plutôt vers Jean-Pierre Fay, mais j'accepte complètement ce que Henri Lefebvre fait. C'est Nietzsche cosmologique, Nietzsche qui est cosmologue jusqu'au bout. Et Deleuze? Deleuze, je n'ai pas encore lu et j'ai vraiment du mal à lire. Deleuze, si le français n'est pas la langue maternelle, c'est pas évident. Et, par contre, moi je sais que Jean-Pierre Fay adore Deleuze, donc peut-être que je n'ai même pas besoin. Ça, je vais encore aller lire, oui, un jour ou l'autre. À genoux aujourd'hui, dans un décor sordide où s'élèvent des croix, une armée de pourquoi m'entraîne dans ses griffes. Je n'ai eu pour gouvernail que ce rêve poétique qui cogne, qui swing et qui m'irrigue. Gotas en la ventana mirada morada, ganas de verte ausencia. Après ma prière, je me lève et autour du cimetière, les blocs de massy s'installent. Je la devine solitaire dans ses dédales, jeune, sauvage, sans rivage. Elle avait mon âge, quand elle partit vers les nuages, elle m'a laissé un message, et si je slame aujourd'hui, c'est pour le souvenir de son visage. Elle avait le cœur pur aimant l'aventure, elle quitta son pays en dictature pour amarrer dans la capitale avec une fille et ses poèmes. Avec ses cheveux noirs de chilienne, elle chuta de son piédestal parmi les chacals des 70s. Love and peace qu'ils disent, 20 ans après, ils sont tous dans le bise. Ils ont bien oublié tout le mal qu'ils t'ont fait, mais il n'est nulle injustice effacée à jamais. Merci beaucoup. Bravo. Je vous présente Claire Froppol, qui
il fait une thèse sur la rythme-analyse, concept de Bachelard pris par Henri Lefebvre, qui a collaboré à l'ouvrage là et qui a bien voulu venir. Est-ce que tu veux dire un mot sur ta thèse, par exemple, sur les recherches que tu fais actuellement? Oui, alors déjà bonjour, désolée d'être en retard. Non, mais c'est pas un problème. Alors actuellement, en fait, je fais un travail de thèse entre la philosophie et l'urbanisme. Et en fait, je me suis intéressée à Henri Lefebvre parce que je trouve qu'il a un positionnement en fait par rapport à la ville qui permet vraiment de l'interroger d'un point de vue philosophique face aux défis qu'elle a à faire face actuellement, et que les aménageurs dans leurs pratiques les plus courantes ignorent complètement. Et donc c'est ça qui m'intéresse chez lui. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il a en même temps influencé énormément la manière dont on a pensé l'aménagement et l'urbanisme à partir des années 70. Donc c'est un petit peu un paradoxe. Et donc j'aimerais me servir de la rythme-analyse pour montrer qu'il peut permettre de réinterroger aujourd'hui cette manière de produire la ville. Voilà. Merci. Oui, il a dû quitter un séminaire pour venir nous rejoindre. Donc maintenant, on continue les conversations. Ne vous hésitez pas à vous servir. Excusez-moi, parce que moi, je vis vraiment que de ça. Non, mais je ne vais pas faire ma mendiante. Mais moi, ça, c'est mon livre de poèmes et de photographie. Ça s'appelle Lambeau. Et en fait, j'ai une association de slam et on va faire un forum avec les slameurs parce qu'ils prennent la parole, parce que c'est la place publique, etc. Et en fait, j'aimerais aussi inviter des gens, un peu des spécialistes qui prennent la parole en public. C'est dans un quartier, les Batignolles, sur le thème de l'exclusion. Donc vous serez les bienvenus si vous voulez venir vous mêler aux habitants et aux slameurs pour faire partager vos connaissances. Voilà. Il y a de l'énergie dans le fait. Ah, il y en a. Moi, je sais quand je suis déprimé, je dis ça. Moi, lui, semble-t-il, à Laval, alors là, il a... Par contre, la lecture de Henri Lefebvre, elle est possible. Oui. Donc, les textes le permettent. Oui, les textes le permettent. Mais ça ouvre. Et ah oui. Non, je ne l'ai pas. Oh, non, tu me files, j'espère que non. Non, je ne l'ai pas. C'est essayé pour filmer, c'est ça. Mais il y a le portrait. J'ai vu quelque chose. Non. 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 Merci.